Voici l'histoire de Jimmy Dwayne Harris, un petit voleur qui passe vite aux choses plus sérieuses. Il s'est dit, s'ils croient que je suis méchant, je vais le leur montrer. Ses exploits deviennent légendaires. You are a celebrity, sir. Pendant 4 ans, les policiers le pourchassent dans les montagnes du Tennessee. Sa légende grandissait parce qu'il était comme un fantôme. Il échappait toujours aux policiers. Harris est parmi les 10 criminels les plus recherchés du FBI et les autorités sont décidées à le capturer. Tout le monde était armé. On était prêt à faire feu parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. On m'a poursuivi pendant des années. Voici mon histoire. Je m'appelle Jamie Dwayne Harris. J'ai grandi dans une caravane au pied d'une montagne à Egypt Hollow, au Tennessee, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Chattanooga. Nous étions pauvres. Très pauvres. On avait toutes les difficultés du monde à se payer à manger. J'ai vite décidé que je ferais tout ce qu'il faut pour survivre. Il ne travaillait pas. Il n'avait pas d'emploi à temps plein. Alors il volait pour garder le même style de vie. Pourquoi me botter le derrière pour trouver un emploi quand c'est si facile de prendre ce que je veux? À mes yeux, tout m'était dû. Jamie, I'm getting tired of stopping you like this. I tell you what, I'm gonna write you a ticket. Gotta do it, so you just hang tight. All right, I'll be here. Je connais Jamie Harris depuis 1988. On a grandi ensemble. Il a toujours été délinquant et il ne savait pas ce que c'était que de travailler. J'ai toujours eu un talent naturel pour voler. Ses premiers méfaits étaient des crimes mineurs. What was it this time? Jamie Harris again. Il a déjà volé un cheval, puis il l'a relâché un peu après. Jamie again. That's Jamie. I'm sorry. À l'adolescence, il avait été arrêté pour des accusations en lien avec la drogue, pour vol et pour des infractions à la circulation, comme des excès de vitesse et pour conduite dangereuse. We know who it is. Thank you. On avait l'impression qu'il n'était pas encadré à la maison. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Je dirais que c'est une bonne personne, mais je suis sa mère. C'est juste qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. J'ai été détenu dans la prison du comté, mais ce n'était rien. Il ne me gardait jamais très longtemps. À l'âge de 25 ans, j'avais déjà un dossier criminel très chargé. Il volait et il profitait des gens honnêtes tous les jours. Le problème, c'est que le vol ne me rapportait pas beaucoup. Je devais faire plus d'argent. Environ une semaine avant mon 26e anniversaire, j'ai eu une idée géniale. Beaucoup de gens cultivent de la marijuana dans le haut de la vallée parce qu'ils se croient à l'abri et parce qu'ils sont très isolés. J'allais devenir le plus gros trafiquant de marijuana de tout le Tennessee. J'ai donc bricolé une fabrique de marijuana mobile dans la forêt. Il cultivait sa drogue dans une remorque accrochée derrière un VTT. Je pense qu'il l'avait construite lui-même. Il cultivait de la marijuana dans une remorque volée. Il avait percé un puits de lumière dans le toit pour profiter au maximum du soleil. Il avait bricolé un système de miroirs pour faire réfléchir la lumière. Il n'avait pas de tube fluorescent. Il voulait faire pousser sa marijuana sans se faire remarquer. Alors il improvisait avec ce qui lui tombait sous la main. Après quelques mois, j'ai fait ma première récolte d'herbe. Je me suis fait beaucoup d'amis et d'argent. Beaucoup d'argent. Il faisait plus d'argent qu'un travailleur, dans les 5 chiffres. We're looking for Jamie Harris. La police n'aime pas beaucoup les producteurs de marijuana par ici. En fait, ça les énervait vraiment. Peu de policiers étaient affectés au dossier de Jamie. Il y en avait seulement quelques-uns qui travaillaient avec des informateurs, des gens qui gravitent autour du milieu criminel
et qui sont prêts à dénoncer n'importe qui. On en profitait le plus possible. Whereabouts did you get this from? I'm Jamie Harris. From Jamie Harris, huh? Yes, sir. So whereabouts is this trailer at? Pendant environ 6 mois, tout allait bien, jusqu'à ce que les policiers découvrent mon petit secret. Un jour, ils sont arrivés dans le plus grand des silences. On est arrivé sur place et tout y était, sauf lui. On s'est approché furtivement dans la forêt, mais parfois une petite branche ou une brindille peut casser. Il était très vigilant. Je pouvais presque les sentir venir. À leur arrivée, j'étais déjà loin. Dès qu'il entendait quelque chose d'anormal, il décampait. Ça explique comment il a pu échapper aux autorités pendant si longtemps. Après cet événement, c'était comme si les policiers me percevaient comme un vrai criminel. S'ils m'attrapaient, j'écoperais d'une longue peine. Fuir la police est encore plus excitant que n'importe quelle drogue. On se sent invincible. Je pense que ça nous motivait. Quand on vient si près d'arrêter quelqu'un et que celui-ci réussit à s'enfuir, ça nous pousse à trouver de nouvelles façons de l'arrêter. Après que les policiers eurent découvert ma petite fabrique, j'ai recommencé à voler. Mais cette fois, c'était différent, parce qu'on parlait de moi dans les journaux. Ça ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais bien toute cette attention. Je pense que ça lui plaisait qu'on parle de lui partout. Yep, that sounds like me. That's me right there. Ça l'amusait. Il jouait au chat et à la souris. Et il gagnait. You are a celebrity, sir. Mr. Hollywood over here. Raise him up, boys. Raise him up. Je l'ai remarqué la première fois quand je faisais mes appels quotidiens aux divers services de police. Je vérifiais mes messages tous les jours à mon arrivée à la salle de rédaction. Quand je voyais Jamie Harris dans l'objet du courriel, je me demandais ce qu'il avait bien pu faire encore. Même si la police voulait absolument m'attraper, ça ne m'inquiétait pas trop. Premièrement, c'était moi qui courais le plus vite. Il savait que dès qu'il entrait dans la forêt, on ne pourrait pas l'attraper parce qu'il était très agile en montagne. Deuxièmement, cette forêt, c'est chez moi. J'en connais chaque recoin mieux que quiconque. C'est très montagneux. Ça fait 38 ans que je vis là et je me perds encore. Je connaissais d'autres trucs pour fuir les policiers, comme changer d'état. La Géorgie et l'Alabama sont juste à côté d'Egypt Hollow. Que font ceux qui commettent un crime au Tennessee? Ils traversent en Alabama et ils y restent le temps que les choses se calment. Ou ils font une promenade en Géorgie. La police de la Géorgie a décidé que j'étais une menace pour la société. Un jour, ils sont venus dans la vallée pour me mettre la main au collet. Tout le monde disait qu'il allait nous échapper. Un soir, on a pris une camionnette et on y est allé. Ils m'ont tendu un piège. Il y avait une belle camionnette qui ne demandait qu'à être volée. Je m'étais caché dans le fond de la camionnette. Hands up, Jamie. Hands up, boy. Comment pouvais-je savoir qu'un policier s'y cachait? Je me suis alors dit, ça y est, je suis cuit. Prépare-toi à aller en prison. Des gens du coin sont sortis des bois. Mais comme je le disais, j'avais beaucoup d'amis dans la vallée. Et ce jour-là, ils veillaient sur moi. Ils ont ouvert la portière arrière et il s'est enfui. Il a été plus rapide qu'eux. J'ai pris mes jambes à mon cou. Jamie, you get back here! You get back here, boy! Plus tard, les policiers ont trouvé un petit quelque chose que j'avais laissé derrière. On a retrouvé ses menottes quelque part.
On a alors découvert qu'il était recherché dans les comtés de Marion et de Hamilton. Puis, c'est devenu complètement fou. Après avoir échappé à la police, je me suis enfoncé aussi loin que possible dans la forêt. Il était hors de question que les policiers m'attrapent. Personne n'allait me mettre la main dessus. Je m'appelle Jamie DeWayne Harris et je n'ai jamais rien connu d'autre qu'une vie de criminel dans les bois du Tennessee. Pendant des années, j'ai été poursuivi par les policiers de 3 États différents, mais j'ai toujours été plus malin qu'eux et j'ai toujours réussi à leur échapper. Il faut dire que je connaissais ces bois comme le fond de ma poche et je n'avais peur de rien. Il faisait des choses vraiment stupides. On m'a rapporté qu'un jour, il a descendu une montagne en VTT pour finir sa course face à une voiture de police. Il n'a même pas ralenti. Il a foncé pour prouver qu'il n'était pas une poule mouillée. Il était prêt à mourir. Il m'a déjà dit qu'il avait peu de raisons de vivre. Je crois qu'il ne respectait pas la vie humaine. Jouer avec les policiers m'amusait. Mais je savais qu'en vendant de la drogue, je les rendrais furieux. J'étais recherché pour une foule de crimes, comme des vols d'auto, la production et la vente de marijuana, et pour avoir mis la vie d'une personne en danger. En fait, on voulait seulement l'arrêter pour mettre un terme à toutes ces poursuites dangereuses. Il allait finir par heurter quelqu'un. La police croyait que j'étais une menace pour la société. Ils voulaient m'isoler le plus longtemps possible. C'est alors que j'ai réalisé que j'allais devoir rester pendant un bon moment dans les bois. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de nourriture, seulement les vêtements que je portais. Je devais donc voler ce dont j'avais besoin. Il avait ces petites cachettes dans la région, le genre d'endroits que seuls les habitants du coin connaissent, comme des grottes, des tunnels et des cabanes. Il pouvait rester dans les bois pendant des jours et des semaines. Je me débrouillais bien. Je mangeais le poisson que je pêchais dans le lac Nickajack, près d'Egypt Hollow. Quand on grandit dans les montagnes du Tennessee, on développe son instinct de survie. Il pouvait survivre. Il est de la campagne, alors il sait comment faire un feu. Il sait comment rester au chaud. Il ne restait jamais au même endroit longtemps. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Peut-être même encore pire que ça. Il se déplaçait tout le temps. C'est pour ça qu'on a eu de la difficulté à l'attraper. J'ai vite compris que je devais toujours bouger. Heureusement pour moi, la vallée était juste à côté de la Géorgie et de l'Alabama. On a collaboré étroitement avec le shérif Street du comté de Dade. Il passait constamment du nord de l'Alabama au nord de la Géorgie. C'était difficile de déterminer où il se trouvait exactement pour l'épingler. Il était insaisissable. J'entendais souvent des policiers me raconter qu'ils avaient vu Jamie la veille, sans pouvoir l'attraper. Il disparaissait littéralement dans les montagnes. Je restais caché dans la forêt et je ne sortais que si c'était nécessaire. Je savais que la police me cherchait partout. Ils utilisaient même les chiens pour tenter de me trouver. Je pense qu'ils ignoraient complètement où il se cachait pendant de longues périodes. Mais je me souviens aussi que les policiers voulaient lui inculquer une fausse sensation de sécurité, en faisant semblant de ne pas savoir où il était. Après un certain temps,
J'en ai eu assez et j'ai pris quelques risques. J'ai rejoint des amis et on a fait la fête un peu. Listen, I've got the greatest idea I've ever had, all right? You need to calm down. No, you need to listen up. There is this freaking car dealership. Mon ami avait entendu parler d'un concessionnaire à Murfreesboro à environ 1 heure d'ici. We can just freaking take whatever's there, man. Il y avait des Jeeps qui ne demandaient qu'à être volés. Il faisait nuit quand on est arrivé à Murfreesboro. On est entré chez le concessionnaire sans se faire voir. On a choisi notre véhicule préféré, on a court-circuité le démarreur et on est retourné à Egypt Hollow à bord. Ils ont pris le train jusqu'ici. Ils ont traversé la rue et j'imagine qu'ils ont court-circuité un véhicule et ils ont déguerpi. Jamie Harris était le chef de la bande. Ils sont allés se cacher dans la région de la montagne Etney. Mes amis et moi, on s'est bien amusés dans les montagnes autour d'Egypt Hollow. Puis, juste pour le plaisir, on a projeté le véhicule en bas d'une falaise. On a fait ça juste pour s'amuser. Il ne restait plus rien. C'était une perte totale. Ça représentait une perte de 70 000 $. La police voulait vraiment me mettre le grappin dessus pour m'accuser de vol de véhicule. Je suis donc retourné me cacher dans les bois. Il y a plusieurs cabanes abandonnées un peu partout dans la montagne, alors je me suis réfugié dans l'une d'elles. C'était minuscule, mais c'était assez grand pour y dormir quand il faisait froid. Right up here, there's that ridge that runs along the north side. If we position a couple of our boys up there, okay, you can bring some deputies down on the south side, and we'll be looking good. All we need to do is just wait for them there. Mais les policiers travaillaient d'arrache-pied pour me retrouver. Ils campaient même dans la forêt, près de cabanes abandonnées, avec l'espoir que je tombe dans leur piège. Jamie s'assoyait et les regardait. Il ne s'en rendait même pas compte. Une fois, il le cherchait partout. Jamie était plus haut dans les bois. Et il leur a crié « Vous ne cherchez pas au bon endroit ». Un jour, je me promenais sur une route près de ma cabane quand j'ai croisé une voiture de police. J'espérais qu'elle continue, mais elle s'est arrêtée. On patrouillait dans le coin et on avait fouillé l'autre côté de la montagne. On avait fait nos devoirs et on avait tout identifié. On connaissait bien le terrain. Alors on se demandait quand il réapparaîtrait. Il fallait le prendre par surprise. Et c'était très difficile, parce qu'il faisait le guet jour et nuit. J'ai déguerpi dans la montagne jusqu'à ma cabane. J'entendais les policiers derrière moi. Il était rapide. Il n'avait pas peur de courir, de sauter d'une falaise ou de foncer dans les bruyères. Je me suis caché dans la cabane et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Les policiers criaient après moi. Ils disaient que si je ne sortais pas, ils défonceraient la porte pour me sortir de là. Je devais réfléchir vite. Sinon, je m'en allais en prison. Je m'appelle Jamie Dwayne Harris et je fuis les autorités du Tennessee depuis maintenant 2 ans. Je me cache dans les bois
pour échapper à la police qui veut m'arrêter pour vol et trafic de drogue. C'était vers la fin de 1999. 2 policiers m'ont poursuivi jusqu'à cette cabane. Il était imprévisible, mais il savait toujours jusqu'où il pouvait aller. Je savais que j'étais coincé. Seul le diable en personne peut courir plus vite que les balles de fusil. Les policiers n'avaient qu'à me tirer dessus. Sans même y penser, j'ai déguerpi le plus vite possible. Les policiers ne l'avaient vraiment pas vu venir. Ouais, c'est un mystère. La plupart des gens auraient fui par la porte arrière, mais lui, il était assez téméraire pour foncer sur les policiers sans avoir peur de se faire prendre. Il n'était pas assez futé pour l'attraper. Chaque fois, il leur a échappé. Il les ridiculisait. J'entendais les policiers derrière moi, mais ils n'étaient pas capables de me suivre. J'ai sauté dans les bruyères et j'ai continué à courir. Jusqu'à ce que j'arrive devant une clôture de près de 3 mètres de haut. Comme un chat sauvage, j'ai grimpé et je l'ai traversé. Mon passage dans les bruyères a laissé des traces, mais c'est la seule chose qui m'a touché ce jour-là. Les nouvelles locales se sont délectées de ma fuite spectaculaire et les gens du coin m'encourageaient. Les médias l'ont présenté comme une sorte de Robin des Bois. Les gens ont beaucoup aimé cette image et ils se sont dit qu'ils allaient aider cet individu. Et ils l'ont fait. Les gens l'aidaient à se cacher et ils l'accueillaient comme s'il était de la famille, que ce soit le cas ou non. Il sortait de la montagne et des gens lui apportaient du pain, de la viande et du lait. Il avait plusieurs amis qui l'aidaient. À mes yeux, ils étaient aussi coupables que lui. Vous faites soit partie de la solution, soit du problème. C'était frustrant. Chattanooga police reported today that fugitive Jamie Dwayne Harris of Marion County led Georgia officers and Chattanooga police on a chase through Lookout Valley. Les gens disaient que j'étais célèbre. Chaque fois que j'échappais aux autorités, ma légende grandissait. Sa légende grandissait parce qu'il était comme un fantôme. Il échappait toujours aux policiers. C'était un jeu pour lui, et toute cette attention le stimulait. L'intensité de leur détermination à arrêter ce gars s'intensifiait chaque fois qu'il réussissait à leur échapper. À un certain moment, j'ai pensé qu'on ne l'attraperait jamais. Have you seen Jamie? No, I haven't seen him. Nowhere. Les policiers ont questionné tout le monde à Egypt Hollow pour savoir s'ils m'avaient vu ou s'ils savaient où je me trouvais. Tous les 2 ou 3 mois, on rendait visite à tout le monde. Et ils disaient qu'on s'acharnait sur eux. Les gens du coin se méfiaient de tous ceux qui venaient leur poser des questions. Ils nous ont harcelés pour tenter de nous tirer les verres du nez. Ils nous ont dit que si on le voyait, on devrait lui dire de se rendre, sinon ils allaient le tuer. C'était très frustrant. Et certains membres de sa famille nous ont fait passer pour les méchants. Excuse me, ma'am. I need to ask you some questions. Uh-huh. When was the last time you seen your boy? Oh, it's been a good while since I've seen that boy. If you've been lying to me and we find out, you can get into a whole lot of trouble. You know that, right? I know you just want to kill my boy. Ma'am, we're not out to kill him. We just want to get this situation resolved. Il a détruit des biens valant des milliers de dollars. Juste pour le plaisir. Jimmy n'est pas méchant, mais il ne s'entend pas bien avec les forces de l'ordre. À quoi bon être une célébrité si on ne peut voir personne? J'avais envie de compagnie.
Alors je me suis dit que même si certains ne m'aimaient pas, ils aimaient encore moins les policiers. Ça m'a donné la confiance nécessaire pour aller faire un tour dans un bar, pour la première fois depuis longtemps. Dès qu'on recevait un appel de quelqu'un qui disait l'avoir vu, on se rendait sur place. Je me souviens qu'un soir, on avait demandé à tous les policiers de revêtir leur tenue d'intervention et de charger leurs armes. C'était agréable de prendre une bière froide et de rencontrer des gens. On a visité 8 bars qu'il aurait fréquentés. Je m'amusais quand soudainement, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai alors vu les gyrophares de la police par la fenêtre. Okay, everybody quiet, please. Okay, you know me. I am Sheriff Street. I am looking for Jamie Harris. You all know Jamie Harris. Here. La plupart des gens présents ne toléraient pas les forces de l'ordre. Parfois, il suffit de demander où il se trouve et on obtient une réponse. Mais cette fois-là, on n'a pas eu cette chance. It will go best for everyone if he will turn himself in. J'ai failli avoir quelques altercations. Je devais leur dire que s'ils savaient où il était et si on l'attrapait dans leur établissement, on devrait les arrêter pour refus de collaborer. Les policiers ne savent même pas à quel point ils ont failli m'attraper cette fois-là. Au printemps de 2000, ils étaient aussi à bout que moi. Ils continuaient de m'épier en espérant que je tombe dans leur piège. On partait en petits groupes et on se camouflait. Une fois, on le surveillait, un agent et moi, et on était très bien cachés. Soudain, un homme est sorti de la cabane en fonçant vers nous. Cet homme de près de 110 kilos s'est arrêté directement sur ma main. C'était très douloureux. Quand on l'a reconnu, on a réalisé qu'on avait aussi un mandat pour lui. Alors, on lui a parlé et on l'a mis en état d'arrestation. Ils ont arrêté un de mes amis ce jour-là, mais pas moi. Je n'étais même pas là. Puis, par une belle soirée de printemps, en mai 2000, j'avais volé une auto et je m'amusais autour de la montagne. Soudainement, tout a basculé. Argus here. What was that? Oh my goodness. Ce soir-là, Jamie avait fait feu sur un policier sur la montagne Sand. Je n'étais plus qu'un simple voleur pour les policiers. J'étais devenu un dangereux criminel capable de tout. Je m'appelle Jamie Dwayne Harris. Je suis en cavale depuis 3 ans. Je vis dans les bois le long de la frontière entre le Tennessee et la Géorgie. La police me recherche pour plusieurs crimes, comme des vols d'auto et du trafic de drogue. Puis, un soir de mai, ils ont entendu dire que j'avais ouvert le feu sur un policier en Alabama. Dès cet instant, ils ont commencé à me voir comme étant une véritable menace pour la communauté. Je me suis alors dit qu'il était passé à un autre niveau. The attempted murder of a law enforcement official indicates that this individual has no regard for human life whatsoever. KHK All Country News Lineup.
Law enforcement today announced a $14,000 reward for information leading to the arrest of fugitive Jamie Harris for the shooting of a North Alabama police chief. Les policiers n'aiment pas qu'on tire sur un des leurs. Quand on a appris que Jamie avait fait feu sur un policier, l'ambiance a changé. La vie d'un policier était en danger. Alors c'était plutôt triste. Je crois que ça a été l'instant crucial où il s'est dit « S'ils croient que je suis méchant, je vais le leur montrer ». Il a alors atteint un degré de dangerosité beaucoup plus élevé. Ça ne pouvait pas être pire. Tous les agents de police des 3 États devaient être à ma recherche. Ils risquaient même de tirer dès qu'ils me verraient. Tous les agents étaient décidés à l'arrêter, parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément à un collègue policier. Ils allaient l'attraper coûte que coûte. J'ai entendu des sirènes qui approchaient et je me suis enfui dans la vallée. J'étais maintenant recherché pour avoir fait feu sur un policier. Il m'en voulait vraiment. You are not going to believe this. Apparently he got into a scuffle with a cop and... Les gens ont été très surpris par cette nouvelle dans la salle de presse. On le soupçonnait alors d'avoir ouvert le feu sur un agent de police. Il était donc prêt à tout pour ne pas être pris. Les gens sont capables de choses terribles lorsqu'ils sont acculés au pied du mur. Hey, Mr. Mayor, how are you? Yeah? Yes, sir. Oh, yeah. We're looking for Jamie Harris. We will get that boy, sir. Nous étions à bout de ressources et on savait qu'on aurait besoin d'aide. Avec tout notre travail quotidien et les patrouilles de routine, c'était difficile pour nous. On n'avait pas assez de personnel et de ressources pour affecter 2 ou 3 personnes uniquement à la poursuite de Jamie Harris. On a donc fait appel à d'autres agents de l'État et des environs, à des agents fédéraux, au FBI et au bureau d'enquête du Tennessee. On a aussi eu recours à l'hélicoptère de la patrouille routière du Tennessee. On a tout fait pour le retrouver. Pour la première fois depuis que j'étais en fuite, j'avais peur. Chaque jour, quand je me levais, je me demandais s'ils allaient m'attraper et me jeter en prison ou m'abattre comme un chien. Je me suis caché pendant plusieurs jours. Je n'avais plus beaucoup de nourriture, mais il n'était pas question que je descende en chercher dans la vallée. Même allumer un feu me semblait risqué. On a installé des barrages routiers et on surveillait les maisons de ses amis et de sa famille dans le comté de Marion. Quand on apprenait qu'il pouvait se trouver dans une maison précise, on s'installait derrière et on observait avec des jumelles. Un jour, j'ai décidé de retourner dans la vallée pour savoir ce qui se passait. Les policiers m'avaient sûrement tendu un piège et ils devaient attendre impatiemment que je tombe dedans. Je m'appelle Jamie Dwayne Harris. Je mène une vie de fugitif depuis plus de 3 ans. Je suis une légende dans la région. Fugitive Jamie Dwayne Harris led Georgia officers on a chase through Lookout Valley. Fuir les autorités était comme un jeu pour moi. Et je me débrouillais plutôt bien. Mais ils m'ont ensuite accusé d'avoir fait feu sur un policier en Alabama. J'étais certain que la police était prête à tout pour me capturer, mort ou vif. Je suis resté caché dans les bois pendant environ 1 semaine. J'avais l'impression que tous les policiers du coin étaient à Egypt Hollow pour me trouver. Puis, un après-midi, j'ai décidé d'aller chez ma mère. Je savais que c'était risqué, mais je l'ai fait quand même. Je ne voyais aucun policier aux alentours, alors je me suis doucement approché de la porte arrière. Jamie!
Jamie, darling. Hey, Mama. It is so good to see you. What are you doing here? I had to come see you. You know the sheriff's been Elle m'a dit que les policiers venaient souvent l'interroger. talking about all the bad things you've done. Il ne voulait pas me dire ce qui était arrivé. Il ne voulait pas que je m'inquiète. They're out to get you, baby, and I'm afraid they're going to kill you. I didn't do anything. Then everybody in the holler knows you didn't do it. You need to turn yourself in. I'll do what I have to do. I'll take care of myself. Go home, be good. I will. Take care. Love you, Mama. I love you. On essayait de les convaincre, elle et son mari, de lui demander de se rendre. Je lui ai dit que c'est tout ce qu'on voulait. I don't know about that, Sheriff. I mean, he is a good boy. C'est le rôle d'une mère. On savait qu'elle agirait comme une mère et qu'elle essaierait de protéger son enfant. We cannot be following him over all the hills and hollers of this county and him causing trouble. Je priais tout le temps pour lui. Je ne voulais pas qu'il se fasse tuer, vous comprenez? Les liens du sang sont très forts. Tout le monde le sait, et c'est vrai. Aucune mère ne veut croire que son fils est une mauvaise personne ou un criminel. Je crois qu'aucun de ses méfaits ou de ses crimes n'aurait pu être assez grave pour que sa mère le dénonce. Après 3 ans de cavale, j'imagine que ça aurait été plus sage de me rendre. Mais ce n'était pas la façon de faire de Jamie Dwayne Harris. Enfreindre la loi était devenu mon métier, alors pourquoi m'arrêter? News update. A $14,000 award has been offered by law enforcement agencies and private citizens for the arrest of fugitive Jamie Harris. Il avait un scanner qui lui permettait de savoir où les policiers se trouvaient et ce qu'ils faisaient. Harris is on the Tennessee Bureau of Investigation's 10 Most Wanted list. C'était la plus grande chasse à l'homme de toute l'histoire du Tennessee et c'était à cause de moi. Puis j'ai entendu une nouvelle qui m'a coupé le souffle. What's up, man? What's good, man? What's going on, man? Hey, yo, I got some good news for you, man. Yeah? You know that cop they said you killed? Yeah. They found out he was lying. So you clear, man, you good. Really? Le policier a mis 2 semaines à tout avouer. Tout le monde à Egypt Hollow savait que je n'étais pas un tueur. Le shérif du comté de Jackson en Alabama nous a appelés pour nous dire que Jamie n'avait pas fait feu sur son agent. Le policier s'était blessé lui-même. Le policier qu'on m'accusait d'avoir blessé par balle avait inventé cette histoire parce qu'il avait honte de s'être blessé lui-même. On y avait consacré beaucoup de ressources pour ensuite découvrir que c'était un mensonge. C'était dur à avaler. J'étais gonflé à bloc. C'était l'occasion de célébrer. Alors je suis allé faire la fête avec quelques amis. Je savais que la police me recherchait toujours, mais je me suis beaucoup amusé. J'étais tellement soulagé de savoir qu'il ne me tuerait pas pour avoir fait feu sur un policier que j'en ai presque oublié que j'étais un fugitif. Le temps est passé très vite. C'était environ 1 an après les aveux du policier. J'étais chez mon ami Darren et sa femme dans le comté de Dade, en Géorgie. Je fumais un joint dès que j'en avais l'occasion, et c'est probablement ce qui m'a rendu stupide. Je n'ai pas réalisé que les policiers m'avaient repéré. On relaxait et on discutait quand j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Un soir, la division des fugitifs de Chattanooga nous a révélé où ils se trouvaient. On a donc élaboré un plan d'action tous ensemble. On connaissait le secteur parce qu'on avait déjà surveillé cette maison. Ils l'ont pourchassé pendant 4 ans et il ne l'aurait jamais attrapé si un de ses amis ne l'avait pas dénoncé. L'équipe tactique d'intervention a encerclé la maison. Et dès que tout le monde a été prêt, on a frappé. Je me préparais à regarder par la fenêtre quand ils ont enfoncé la porte avant.
On était prêt à faire feu parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Je ne pouvais pas fuir. J'aurais pu saisir le pistolet caché derrière le sofa. Mais je devais réfléchir vite. Est-ce que j'allais faire feu? On craignait qu'il passe à l'attaque et qu'il blesse quelqu'un. Jamie était assis sur le sofa et il a levé les mains en l'air. Il y avait un pistolet derrière lui. Un des agents a dit « Je savais que je n'avais aucune chance de m'évader cette fois-ci. Je n'avais plus qu'une chose à faire. Jamie s'est levé et il s'est rendu sans résister. Il s'est allongé par terre et on l'a appréhendé. Tout le monde, sauf la dame, était par terre. On les a fouillés, puis on lui a passé les menottes et on l'a emmené. Il n'a pas résisté et c'était la fin de cette saga. Les gens atteignent un point où ils se disent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et ils s'enfoncent. Je suis convaincu que c'est ce qui s'est produit dans cette affaire. Pendant toute sa vie de jeune adulte, il a été un criminel. En général, les gens ne changent pas. Je pense que le sort des individus condamnés pour crime est joué d'avance. Même avec un bon avocat, je savais que je ne pouvais rien contre toutes ces accusations. J'ai décidé de plaider coupable pour en finir au plus vite et en assumer les conséquences. J'ai reçu une sentence de presque 5 ans de prison en Géorgie. Mais je n'ai aucun regret. Pendant plus de 4 ans, j'ai vécu à ma manière dans les bois. Je déteste être en cage. Dès que je serai libéré, je retournerai chez moi, à Egypt Hollow. La Côte d'Azur, symbole de luxe et de richesse. Mais à l'été 1976, elle est devenue le théâtre d'un crime audacieux. La Société Générale, en plein cœur de Nice, a été victime d'un cambriolage. La cible, le coffre-fort, apparemment impénétrable. Le 20 juillet, la découverte est choquante. 371 coffres vidés, des millions de francs envolés. Le cerveau, Albert Spaggiari. Spaggiari a laissé un message, sans armes, ni violence et sans haine. Cet acte audacieux a captivé le monde entier, un crime qui semblait impossible. Et pourtant, il a eu lieu. Voici l'histoire du casse du siècle, un récit de ruse, d'audace et d'un voleur devenu légende. Albert Spaggiari est né le 14 décembre 1932 dans les Hautes-Alpes. Son enfance est marquée par la perte. Son père décède alors qu'il n'a que 3 ans. À l'école, Spaggiari est victime d'intimidation. Ses origines italiennes font de lui une cible. Cela nourrit en lui un désir brûlant. Il leur prouverait qu'ils ont tort. Il deviendrait quelqu'un. À 16 ans, Spaggiari fugue. Il part à la recherche de Salvatore Giuliano, un séparatiste sicilien. Giuliano était un héros populaire, une sorte de Robin des Bois qui volait les riches pour donner aux pauvres. Cette rencontre marque le jeune Albert. Elle renforce sa méfiance envers l'autorité et sa fascination pour la vie en marge des règles. Malgré sa nature rebelle, Spaggiari s'engage dans l'armée française. Il sert au sein du 3e régiment de parachutistes coloniaux en Indochine. C'est là, dans le creuset de la guerre, que commence sa vie de criminel. Nous sommes en 1953. Hanoï, au Vietnam, est une ville en guerre. Les parachutistes français, comme Albert Spaggiari, mènent une bataille perdue d'avance contre le Viet Minh. Un soir, Spaggiari et ses camarades se retrouvent au Milk Bar, un établissement malfamé du quartier chaud d'Hanoï.
Les détails restent flous, mais on raconte que le gérant du bar aurait manqué de respect aux frères d'armes de Spaggiari. C'est un affront que Spaggiari ne peut ignorer. Il décide de prendre les choses en main. Cette nuit-là, Spaggiari retourne au Milk Bar. Il utilise ses compétences pour forcer le coffre-fort du bar et s'enfuir avec la recette. Un acte audacieux, motivé par un sentiment de camaraderie et une soif de vengeance. C'est aussi la première incursion connue de Spaggiari dans le monde du crime. La carrière militaire de Spaggiari prend fin brutalement à son retour en France. Le casse du Milk Bar l'a rattrapé. Il est traduit en cour martiale et condamné à 5 ans de prison à la tristement célèbre prison des Baumettes à Marseille. La vie carcérale est rude, mais Spaggiari est déterminé à mettre son temps à profit. Il s'inscrit à des ateliers, apprenant les métiers de la soudure et de la métallerie. Ses compétences, acquises dans l'enceinte de la prison, lui seront précieuses par la suite. Spaggiari obtient une libération anticipée pour bonne conduite après avoir purgé 3 ans de sa peine. Il sort de prison en 1957, transformé. Il a payé sa dette à la société. Du moins le croit-il. Plus important encore, il a acquis des compétences uniques qui lui ouvriront les portes de la pègre. Après sa libération, Spaggiari aspire à un nouveau départ. Il rencontre Marcelle Audibert, une charmante infirmière qui deviendra la femme de sa vie. Ils se marient en 1959 et se lancent ensemble dans une nouvelle aventure en s'installant à Dakar, au Sénégal. À Dakar, le passé de Spaggiari lui est utile. Ses compétences de métallier, acquises en prison, lui permettent de décrocher un emploi dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de coffres-forts. Cet emploi apparemment légitime est la couverture idéale. Spaggiari ne peut résister à l'attrait des objets qu'il fabrique. Il profite de son accès et de ses connaissances pour perfectionner ses talents de cambrioleur. Cependant, sa vie à Dakar sera de courte durée. L'appel du pays s'avère trop fort. Spaggiari et Marcel retournent en France au début des années 1960. Leur retour au pays est doux amer. Spaggiari est rapidement arrêté pour son implication dans une imprimerie clandestine de l'OAS, un groupe paramilitaire d'extrême droite opposé à l'indépendance de l'Algérie. Il est condamné à 4 nouvelles années de prison. De nouveau libéré de prison, Spaggiari s'installe dans le paisible village de Bézodune, près de Nice. Il aspire à une vie paisible. Il ouvre un studio de photographie, immortalisant mariages et portraits. Il travaille même pour la municipalité de Nice. Cela le met en contact avec des politiciens et des dignitaires locaux. Il semble que Spaggiari ait tourné le dos à son passé criminel, mais les apparences de sont parfois trompeuses. Le désir d'excitation, de quelque chose de plus, brûle toujours en lui. Il trouve du réconfort dans les romans policiers, dévorant des histoires de casses audacieux et de criminels rusés. Un livre en particulier va lui donner une idée. Flush, de Robert Pollock, raconte l'histoire d'un groupe de voleurs qui creusent un tunnel pour accéder au coffre-fort d'une banque. C'est une révélation pour Spaggiari. La graine d'un plan est semée. Spaggiari a trouvé la cible idéale, la Société Générale de Nice. Le coffre-fort de la banque, avec ses murs épais et l'absence de système d'alarme, est considéré comme impénétrable. C'est un défi que Spaggiari ne peut refuser. Il a besoin d'un plan, d'un moyen d'atteindre le coffre-fort sans se faire repérer. La solution de Spaggiari est audacieuse. Il va creuser un tunnel jusqu'au coffre-fort, mais pas par le sol. Il va utiliser le réseau d'égouts de la ville. Il étudie minutieusement le tracé des égouts, planifiant un itinéraire depuis un point d'accès proche jusqu'à un endroit situé directement sous la banque. Il ouvre même un compte à la Société Générale, ce qui lui permet d'accéder à la banque et d'observer de près les mesures de sécurité du coffre-fort. Il sait qu'il ne peut pas y arriver seul. Il lui faut une équipe, un groupe de spécialistes, possédant les compétences et le culot nécessaires pour mener à bien son audacieux projet. Il fait appel à ses contacts dans le milieu criminel, réunissant une équipe de professionnels chevronnés, issus pour la plupart du milieu marseillais. Troisième partie, le casse. L'équipe de rêve de Spaggiari est composée d'une quinzaine d'hommes. Chaque membre a un rôle précis. Ce sont des experts dans leur domaine. Le secret est primordial. Ils commencent leur travail en mai 1976. Le travail est pénible et dangereux. Pendant 3 mois, ils travaillent sans relâche. La date du casse est fixée, le week-end du 17 juillet 1976. Le 9 juillet,
le président français Valéry Giscard d'Estaing effectue une visite officielle à Nice. La sécurité est renforcée dans toute la ville. Spaggiari et son équipe sont contraints d'interrompre leurs travaux. Enfin, la ville, retrouvant son calme, ils reprennent le travail. Le temps presse. La nuit du vendredi 16 juillet 1976 arrive. La tension est à son comble, alors que Spaggiari et son équipe se rassemblent dans le tunnel d'égout, à quelques mètres seulement de leur cible. Ils ont atteint le dernier mur qui les sépare du coffre-fort de la banque. Précautionneusement, ils s'attaquent au béton et à l'acier. Les heures passent, rythmées par le bruit du métal gratté et des jurons étouffés. Enfin, dans un craquement assourdissant, le mur cède. Ils sont à l'intérieur. Le coffre-fort, autrefois symbole de sécurité et d'impénétrabilité, est désormais leur terrain de jeu. L'air est chargé d'anticipation alors qu'ils commencent à ouvrir les coffres-forts, les uns après les autres. À l'intérieur du coffre-fort, l'équipe de Spaggiari découvre un véritable trésor. Argent liquide, bijoux, lingots d'or et même des photos compromettantes de personnalités locales. Les cambrioleurs, incapables de résister à une farce, accrochent les photos sur les murs du coffre-fort pour que les autorités les trouvent. Ils travaillent sans relâche tout au long du week-end, vidant les coffres-forts et chargeant le butin dans des sacs. L'ampleur du butin est stupéfiante. Ils célèbrent leur succès avec du vin et du pâté, apportés par Spaggiari, transformant le coffre-fort stérile en une salle de fête souterraine surréaliste. Malgré le danger et la pression, Spaggiari reste calme, jovial même. Il traite le casse comme un jeu élaboré, un défi à savourer. L'évasion vers le paradis. Au fil du week-end, l'ambiance à l'intérieur du coffre-fort change. De fortes pluies se sont abattues sur Nice, provoquant la montée des eaux dans les égouts. Le risque d'être piégés sous terre, leur voie d'évacuation coupée par les inondations, devient bien réel. Spaggiari, toujours pragmatique, prend la décision de mettre fin au casse plus tôt que prévu. Ils ont déjà amassé une fortune, bien plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer. L'avidité, il le sait, pourrait les perdre. Le dimanche soir, ils chargent le dernier butin dans leur véhicule qui les attendent. Avant de sceller l'entrée du tunnel, Spaggiari laisse son message désormais célèbre sur le mur du coffre-fort. Sans armes, ni violence et sans haine. Un dernier geste de défi, un pied de nez aux autorités. Le gang se disperse dans la nuit, chaque membre disparaissant dans les rues labyrinthiques de Nice, les poches pleines de richesses. Le plan audacieux de Spaggiari a fonctionné. Ils ont réussi l'impossible. Première partie. Le piège se referme. Spaggiari, désormais fugitif recherché, fuit la France. Il se réfugie en Amérique du Sud, une région qui l'a toujours attiré. Là, il mène une vie de luxe, dépensant sans compter et profitant de sa nouvelle notoriété. De retour en France, la police est perplexe. Le message laissé dans le coffre-fort, sans armes, ni violence et sans haine, ne correspond au profil d'aucun gang criminel connu. L'enquête semble dans une impasse. Pendant ce temps, Spaggiari, incapable de résister au feu de la rampe, commence à envoyer des cartes postales et des lettres narquoises aux médias français. Il accorde même une interview à un journaliste français, le visage masqué, alimentant ainsi sa légende. Son ego, semble-t-il, est aussi grand que son ambition. Il a soif de reconnaissance, même si cela signifie vivre dans l'ombre. Deuxième partie, un pacte avec le diable. Le séjour de Spaggiari en Amérique du Sud n'est pas qu'un long fleuve tranquille. La France, les sensations fortes de la proximité de l'action lui manquent. À la surprise générale, il prend contact avec la CIA américaine. Il prétend détenir des informations sur un prétendu complot contre le gouvernement américain. Son histoire est rocambolesque, presque certainement inventée de toutes pièces. Il espérait sans doute échanger ces informations contre une protection, voire une nouvelle identité. La CIA, bien que sceptique, l'écoute. Elle y voit une occasion de recueillir des renseignements sur le milieu criminel français, voire d'exploiter Spaggiari à ses propres fins. Mais la rencontre ne se déroule pas comme prévu pour Spaggiari. La CIA démasque sa supercherie. Elle alerte les autorités françaises de sa présence. La chance de Spaggiari est en train de tourner. Agissant sur la base des informations de la CIA,
la police française se rapproche de Spaggiari. Il sait que le temps presse. Il retourne en France, cherchant refuge au seul endroit où il pense qu'on ne le cherchera jamais, à la vue de tous. Il reprend sa vie de photographe, décrochant même un contrat avec la municipalité de Nice pour couvrir un voyage au Japon. Un geste audacieux qui témoigne de son audace et de sa capacité à garder une longueur d'avance sur la justice. Pendant que Spaggiari est au Japon, la police passe à l'action. 2 de ses complices du casse sont arrêtés. Interrogé, il révèle le rôle de Spaggiari en tant que cerveau de l'opération. Le piège se referme. Ignorant le danger qui le guette dans son pays, Spaggiari poursuit son travail au Japon, inconscient de la tempête qui se prépare à l'horizon. À son retour du Japon, Spaggiari est arrêté à l'aéroport de Nice le 27 octobre 1976. La police, forte de nouvelles preuves et des aveux de ses complices, est convaincue de tenir son homme. En perquisitionnant la maison de campagne de Spaggiari, la police découvre une cache d'armes et d'explosifs. Une découverte surprenante qui le relie à d'autres activités criminelles et laisse penser que le personnage de gentleman cambrioleur n'était que cela, un personnage. Face à des preuves accablantes, Spaggiari surprend tout le monde. Il avoue être le cerveau du casse de la Société Générale. Cependant, fidèle à son code d'honneur, il refuse de révéler les noms de ses complices. Il affirme qu'ils ont agi de leur propre chef, suivant ses instructions, mais sans qu'il en ait eu connaissance. Les autorités sont sceptiques, mais n'ont d'autre choix que d'accepter sa version des faits. Spaggiari, semble-t-il, se contente de porter le chapeau, protégeant son équipe et consolidant son image d'homme d'honneur, même face à la justice. La légende de Spaggiari continue de grandir, même derrière les barreaux. Il devient un héros populaire, admiré par certains pour son audace et sa capacité à déjouer les autorités. Il est perçu comme un symbole de rébellion contre l'establishment, un Robin des Bois des temps modernes, qui s'en prenait aux institutions plutôt qu'aux individus. Il se délecte de sa notoriété, accordant des interviews depuis sa prison et écrivant même son autobiographie, Les égouts du paradis, un récit ironique du casse et de sa cavale. Le livre devient un best-seller, consolidant son statut d'icône culturelle. Son histoire a inspiré de nombreux films, documentaires et même une chanson, célébrant tous son audace et sa capacité à échapper aux griffes de la loi. Mais l'histoire de Spaggiari ne se résume pas à des casses audacieux et des bons mots. C'est une histoire sur l'attrait de la célébrité, la frontière ténue entre le criminel et la célébrité, et le pouvoir durable d'une bonne histoire, même si cette histoire est ancrée dans le crime et la tromperie. Albert Spaggiari est mort en 1989, emportant avec lui toute l'histoire du casse du siècle. À ce jour, les millions volés n'ont jamais été retrouvés. Certains pensent que Spaggiari a caché le butin. D'autres pensent que l'argent a été dépensé. Spaggiari était-il un cerveau criminel ou un conteur charismatique embellissant son rôle? La vérité reste insaisissable.